On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Tout comme son père, Dared est fasciné par l'étrange et le mystique. En grandissant, il décide de se lancer dans l'exploration urbaine et fait la découverte d'un vieil hôtel abandonné dans lequel il vit une effrayante expérience. Cette histoire s'intitule « Fichier corrompu ». Le premier phénomène que je dirais paranormal qui m'est arrivé, c'était aux alentours de 4-5 ans. À cette époque-là, mes parents vivaient dans un ancien appartement qui devait dater, je pense, des années 70 à peu près. Dans cet appartement, en fait, se trouvait un cagibi. Et dans ce cagibi, mes parents avaient toujours l'habitude de stocker tout ce qui était produits ménagers dangereux, les outils et la nourriture. Il faut savoir que pour pouvoir accéder à ce cagibi, les enfants devaient demander l'autorisation de pouvoir y accéder. Et un jour, il y a donc ma mère qui cuisine et qui me demande d'aller dans ce cagibi pour lui ramener quelque chose à manger. Donc je lui rends service, je rentre dans le cagibi. Il faut savoir que j'avais jamais trop été attiré par ce cagibi. J'avais toujours l'impression que j'étais pas le bienvenu dans cette pièce. Et donc je rentre dans le cagibi, j'allume la lumière. Et donc je me dirige vers l'étagère où elle avait rangé tout ce qui était aliments. En me dirigeant vers cette étagère, j'entends des bruits de frottement entre des cartons et des sacs. Donc je me demande ce que c'est, puisqu'à l'époque on n'avait pas d'animaux. Et à un moment, en fait, en poussant un carton pour voir d'où le son pouvait provenir, je vois un visage. Un visage qui me regarde, qui me tétanise. Et je vois que ce visage commence à sourire. À ce moment-là, en fait, j'ai commencé à être tétanisé de peur. Je pouvais plus parler, je pouvais plus bouger. Et je vois ce visage, en fait, ricaner et commencer à s'approcher de moi. Je pouvais plus bouger. Je savais plus quoi faire. D'un seul coup, la lumière du débarras s'est éteinte et la porte a claqué. Donc la seule chose que j'ai pu faire, c'était d'hurler. De là, il y a mon père qui est arrivé donc dans le cagibi parce qu'il m'a entendu hurler, donc il m'a tout de suite demandé ce qui s'était passé. Donc je lui ai expliqué. Alors lui, sur le coup, comprenait pas du tout ce que j'avais pu voir. Pour lui, c'était pas possible. Donc il me fait sortir du cagibi, il fait le tour du cagibi, il ressort et il me dit écoute, il y a rien du tout. C'est pas grave, t'as dû rêver, t'as dû voir quelque chose, mais t'inquiète pas, il y a rien du tout. Je sais pas si inconsciemment ou quoi, je mets pas cette histoire un peu de côté dans ma tête. Donc quelques années plus tard, en fait, je me rends compte que mon père faisait venir régulièrement des gens à la maison, qui restaient très longtemps. Il passait toute l'après-midi à discuter avec lui, avec ma mère aussi. C'était pas forcément tout le temps les mêmes personnes, mais je voyais qu'ils avaient toujours un point commun dans leur discussion, c'est qu'ils parlaient en général beaucoup de religion. Donc un jour, j'ai demandé à mon père qui étaient ces personnes, et donc là, il m'explique que ce sont des témoins de Jéhovah. À cet âge-là, j'étais curieux, je demande à mon père
en quoi consistait leur venue en fait chez mes parents. Donc mon père m'explique que c'est parce qu'il s'intéresse énormément à la religion, donc il a énormément de questions et il propose à ces gens de passer pour vraiment avoir des réponses aux questions qu'il peut se poser sur la religion et sur toutes les autres choses à côté sur lesquelles il pourrait s'interroger. Quelques années plus tard, donc je crois que c'est vers l'âge de 7 ou 8 ans, mon père me propose de sortir, donc de faire un tour avec lui, et on se rend dans une immense salle. Donc ça ressemblait un peu à une espèce de théâtre, avec des sièges où l'assise peut se rabattre. Et mon père me dit, écoute, il y a un homme qui va venir sur la scène, qui va parler, et il y a une personne qui va le rejoindre. Et donc il va commencer à pratiquer un exorcisme sur lui. Donc moi, à cet âge-là, je savais pas du tout ce que c'était. Je me demande de quoi il me parle. J'étais tellement nerveux, je restais pas en place. Du coup, j'avais attrapé le toc de toucher le siège où j'étais assis, de bloquer mes doigts dans les rouages du siège. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je sursaute et je coince mon doigt dans le siège. Donc je m'arrache la peau du doigt. Et là, de panique, je fais montrer à mon père, j'étais occupé de saigner, j'ai dit écoute, je me suis fait mal, ça me brûle, ça me pique. Donc mon père de panique dit écoute, c'est pas grave, on va sortir, on va rentrer à la maison. Donc on est rentré à la maison, finalement j'ai pas assisté à toute la séance d'exorcisme, mais rien que le début m'avait déjà bien marqué. Donc les années passent. On déménage de cet appartement. Mes parents aménagent dans une maison. À cette époque-là, mon père avait une grosse fascination pour tout ce qui était paranormal, ufologie, tout ce qui était des animaux un peu fantastiques, un peu étranges, mystérieux. Donc dans sa fascination pour ce domaine-là, je commence aussi à m'intéresser à ces émissions-là. Donc c'était toutes des émissions qui à l'époque passaient énormément à la télé. Donc c'était les émissions mystères. Il y avait aussi des séries télé qui étaient X-Files. Il y avait Au-delà du réel. Il y avait aussi les émissions pour ados. Donc Fais-moi peur, Chair de poule, Les contes de la crypte, les samedis de l'angoisse aussi. Il y avait énormément de séries que je regardais et qui me fascinent énormément par tout ce domaine un peu étrange, mystique et un peu paranormal. J'étais attiré par ce monde-là. J'avais commencé aussi avec des amis à explorer des fois certains lieux qui pouvaient se trouver abandonnés. Mais à cette époque-là, c'était pas très répandu et connu comme maintenant. Et après, vers l'âge adulte, je laisse un peu tout ça de côté. Je me préoccupe plus de tout ça. Je me préoccupe plutôt de ma vie, de mon avenir. Et arrive le jour où j'ai mon premier logement. Un soir, en fait, il y a quelqu'un qui dort à la maison. Et en pleine nuit, en fait, cette personne vient me réveiller et me dit qu'il y a un réveil dans une autre pièce qui se met à sonner. Donc je me lève, je vais voir, et effectivement, le réveil sonnait. Et quand je prends le réveil, que j'ouvre le boîtier arrière, il n'y a pas du tout de pile dedans. Donc il faut savoir que normalement, ce réveil fonctionne à pile. Donc là, je comprends pas du tout ce qui se passe. Je me demande qu'est-ce qui a pu faire sonner le réveil en sachant qu'il n'y avait pas du tout de pile dedans. C'était pas possible, c'était pas normal. Je trouve pas d'explication, je repose le réveil, je repars me coucher en me posant pas mal de questions. Donc après, c'est vrai qu'avec le temps, je me suis demandé est-ce que j'avais pas de base mis des piles dedans et que la personne qui l'a entendu sonner aurait pas joué avec les piles, mais après je me suis dit non, c'est pas possible parce que moi quand je suis arrivé, il sonnait et que je l'ai ouvert, il n'y avait pas de piles. Donc il y avait vraiment quelque chose d'étrange à ce moment-là, mais j'arrivais pas du tout à trouver d'explication. Encore une autre chose étrange, c'était la lumière du couloir qui se mettait à clignoter par moment. C'était pas tout le temps. Il faut savoir qu'à cette période-là, j'avais donc perdu mon grand-père. Donc sur le coup, je pensais que ça pouvait être lié à lui. J'avais essayé en posant des questions et je voyais que les lumières réagissaient à certaines questions. Je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Ça doit être autre chose, ça doit être. Donc je rationalisais tout le temps. Je pensais que c'était lié à un problème électrique qu'il y avait dans le logement.
C'était des petits phénomènes. Je me rappelle d'un soir, donc j'étais dans la cuisine. J'entends des bruits de pas dans le couloir, mais des bruits de pas comme quelqu'un qui marchait à pieds nus sur du revêtement de sol. Sur le coup, je pensais qu'il y a quelqu'un qui était levé, donc je me rends dans le couloir et je vois qu'il y a personne. Là, je me dis bon, c'est peut-être moi. Il était tard, je suis fatigué, j'ai cru entendre des bruits, c'est pas grave. Il m'est arrivé aussi d'autres fois d'entendre des voix, comme si quelqu'un m'appelait, mais en fin de compte, il y avait personne dans la pièce. Des sensations d'être regardé du coin d'une pièce dans le noir, ou du coin de l'œil d'avoir l'impression de voir une ombre. Mais j'ai toujours cherché à rationaliser, à me dire non, c'est moi qui me fais des idées, parce que la plupart du temps ça arrivait le soir. Et je me disais que c'était moi, c'était mon imagination, parce que comme j'étais tellement passionné par le paranormal, j'en voyais partout alors qu'il n'y en avait pas. Donc je creusais pas plus que ça. Et en m'intéressant de plus en plus au paranormal, je tombe sur des vidéos sur YouTube en fait de gens qui font de l'urbex, donc de l'exploration urbaine, ce qui consiste en fait à visiter des lieux abandonnés où plus personne ne vit et qui sont restés totalement à l'abandon. Et ce que j'ai aimé dans cette chose-là, c'était le fait de pouvoir explorer des lieux où il y avait plus du tout de vie et où tout restait figé dans le temps, comme si les gens étaient partis du jour au lendemain. Faut savoir qu'en général, je dis bien en général parce que c'est pas toujours le cas, il y a des lieux qui sont abandonnés parce que les gens sont décédés. Donc du coup, il y a personne qui peut récupérer le lieu. Et des fois, il y a certains lieux qui dégagent une atmosphère quand même assez bizarre, assez glauque, assez flippante. Et c'est ce côté-là que j'aimais bien. À ce moment-là, quand j'ai commencé à découvrir ça, en fait, je regardais énormément de vidéos d'explorateurs, en fait, de youtubeurs qui faisaient ça. Donc, il y en avait énormément. Joe Urbex, il y a Eden Roca, il y a Jordan Perigo, il y a Jean Vidéo. Enfin, il y en a tellement que voilà, je pouvais passer la plupart de mon temps à regarder ces vidéos-là et me plonger dedans. J'avais vraiment envie d'aller dans ces lieux pour découvrir, vivre, je veux dire, le ressenti, l'ambiance des lieux. Mais j'arrivais pas à faire le premier pas parce que je me disais que je me sentais pas capable de commencer à le faire. Et un jour, en fait, il y a un ami qui vient, qui lui m'explique qu'il connaît quelqu'un qui lui fait de l'exploration urbaine et qui lui aussi a une chaîne YouTube dédiée à ça. Donc cette personne passe à la maison. Et donc je le rencontre et on discute pendant un bon bout de temps. Et je me lie d'amitié avec lui en fait. Plusieurs fois, il me propose de participer à des visites de lieux, donc à des explorations. Et une fois sur les lieux, en fait, c'est dingue tout ce qu'on voit. On a encore des photos des personnes qui vivaient là, on a encore des vêtements, on a encore des affaires d'enfants. Comme si on était dans un autre monde. Ça n'a plus rien à voir avec le monde dans lequel on vit. C'est vraiment figé dans le temps, c'est complètement calme et il y a des lieux qui dégagent vraiment une atmosphère assez étrange. Au fur et à mesure de faire des explorations avec mon ami, donc qui s'appelle Nico, je lui propose un jour moi aussi d'ouvrir de créer une chaîne YouTube, de me lancer dans l'expérience et je lui propose de participer avec moi. Donc lui, très gentiment, me dit écoute, je pense que oui, tu peux être capable de toi aussi te lancer dans l'aventure sur YouTube. Mais par contre, je pense qu'il serait mieux pour toi, c'est de le faire de ton côté. Pour vraiment apprendre et comprendre un peu comment ça fonctionne vraiment ce monde-là, en fait, l'exploration urbaine et toutes ces choses-là. Donc l'idée est là, mais je me lance toujours pas. Ma petite amie de l'époque me pousse à ce que je me lance. Un jour, en fait, elle m'offre un cadeau. Donc c'était, on va dire, un peu le kit de démarrage pour se lancer dans l'expérience. Donc elle m'offre ce cadeau, elle me dit voilà, maintenant t'as pas d'excuses, t'as tout ce qu'il faut pour y aller, maintenant à toi de te lancer. Je commence à me lancer dans cette expérience et au fur et à mesure où j'explore des lieux, je me dis qu'il y a quand même un peu de ressemblance avec le paranormal. Parce que le fait d'aller explorer des lieux, il faut vraiment être très discret, il faut pas se montrer, un peu comme un chat en fait, il faut entrer dans les lieux, être curieux, regarder un peu partout mais sans rien toucher, sans rien voler, sans rien dégrader. Le fait que des gens soient décédés dans des lieux qui étaient abandonnés, c'était toujours un peu relié au paranormal. Et il y avait des lieux où j'avais toujours l'impression qu'il y avait des choses étranges, j'avais toujours l'impression que j'étais pas seul ou que je sentais une présence. Un jour, il y a donc un ami qui me parle d'un hôpital abandonné.
Donc il me propose de pouvoir venir avec moi. Donc j'accepte en sachant que à cette période-là, je voulais justement tourner une vidéo d'exploration urbaine, mais un petit peu orientée vers le paranormal puisque c'était la période d'Halloween. Donc on se rend sur le lieu. Une fois sur le lieu, l'atmosphère, elle était vraiment gore. C'était un décor de film d'horreur. Tout était décrépit, tout était triste, sombre. C'était le bon lieu pour tourner une vidéo de ce type-là. Donc je prépare mon matériel, je commence à filmer. À certains moments, j'entendais des petits bruits. Donc faut savoir qu'au milieu de cet hôpital abandonné se trouve un petit jardin où il y a beaucoup d'arbres. Donc je mettais ça sur le fait qu'il y avait du vent, que c'était les branches d'arbres qui pouvaient claquer sur des volets ou des fenêtres. Donc j'y prête pas trop attention. À un moment, on se rend dans une partie de l'hôpital donc qui était réservée à l'époque aux femmes et aux enfants. Il faut savoir que cet hôpital était divisé en 2 parties, donc il y avait une partie pour les hommes et une partie pour les femmes et les enfants. L'hôpital soignait beaucoup de gens atteints de tuberculose et de maladies vraiment très graves à l'époque. Avant de se rendre dans la partie des enfants, il me fait découvrir la salle d'archives qui se trouve au sous-sol, où là je tombe sur des dossiers de personnes qui avaient été hospitalisées à l'époque où il était encore en activité. Donc je tombe sur des avis de décès, des radios de poumons, des prothèses de pieds, de jambes, plein de choses hyper gore. Et je découvre que l'hôpital a été construit dans les années 1900, donc vraiment très ancien. Et donc on continue la visite et on se dirige donc vers l'aile des enfants. Je filme un petit peu, je découvre un peu le lieu. Et vers le fond du couloir, je me sentais vraiment pas à l'aise. J'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui me poussait à sortir d'une des chambres. Je me dépêche assez rapidement de ressortir de cette chambre et de remonter le couloir. Et donc mon ami, comme je filmais, lui se mettait toujours à l'écart dans une pièce sans faire de bruit parce qu'il savait très bien que j'étais occupé de filmer. Et à un moment, j'entends une voix venir du fond du couloir. Donc je me retourne, je comprends pas du tout ce que ça peut être. Donc je l'enregistre sur la vidéo. Je me dis je sais pas ce que c'est, mais je l'ai enregistré. Donc il faudra vraiment que j'essaye de savoir ce que c'est. On repart du lieu, donc je lui explique que franchement le lieu est top. Et donc je rentre chez moi, le lendemain je commence le montage. Et là j'entends cette voix. Et quand je l'entends au montage, avec le casque, c'est vraiment une voix qui est pas humaine. C'est vraiment une voix d'outre-tombe. Ça ressemble pas du tout à la voix de quelqu'un. C'est quoi ça ? Et donc au moment du montage, donc je réalise que j'ai réussi à capter une voix qui est pas du tout humaine. Et de là, je me dis ok, pourquoi je commencerais pas moi aussi à me lancer dans les vidéos d'expériences en fait paranormales, de lieux qui pourraient avoir des histoires assez étranges. Et je décide de me lancer là-dedans. Je décide donc pour ma première vidéo de me rendre dans une maison abandonnée en fait en pleine forêt où il y a déjà une histoire assez intéressante. Il faut savoir que dans la cave de cette maison, il y aurait une petite fille qui serait morte noyée et dans le grenier, il y aurait un homme qui se serait pendu. Donc ce jour-là, je décide d'y aller seul avec l'équipement que j'avais à l'époque, donc c'est-à-dire juste ma caméra et une lampe torche avec moi, une petite lampe torche. Donc je décide d'utiliser cette lampe comme moyen de communication. Donc je fais le tour du lieu et à un moment donné, je me dis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la lampe à la cave, mettre une caméra qui filme la lampe et laisser la caméra tourner et moi me monter à l'étage et ne pas faire de bruit. Il se passe pas mal d'heures et avant de quitter le lieu, donc je retourne dans la cave, je récupère la caméra et là je vois que la lampe est allumée.
Donc là, je comprends qu'il y a dû se passer quelque chose pendant tout le temps que je n'étais pas à la cave. Donc je reprends tout le matériel, le lendemain, je commence le montage, et là, je vois que la lampe s'allume toute seule sans que personne ne soit intervenu. Et là, je me dis clairement, ok, je peux capter des phénomènes paranormaux et je peux les partager aux gens qui veulent le voir. Et donc à partir de là, je commence à m'intéresser encore plus au paranormal et aux lieux abandonnés. Et vient un jour où je contacte Nico et je lui propose d'aller dans l'hôpital où j'avais été il y a un petit moment. Donc lui, bien sûr, il accepte. Il se dit que ça pourrait être une bonne idée. Il n'est pas trop attiré par le paranormal, mais il n'est pas contre non plus de m'accompagner. Je pense que ça doit le rassurer de ne pas être seul dans un lieu comme ça. Et donc on s'y rend. On se rend dans cet hôpital. Je lui explique un petit peu l'histoire du lieu. Et donc on décide de commencer par l'aile des enfants. J'installe du matériel dans la chambre dans laquelle je m'étais pas senti super bien. Je laisse tourner. Je réinstalle une caméra un peu plus tard dans le couloir où j'avais entendu la voix. Pareil, je laisse tourner, je m'éloigne. Et j'avais fait exactement le même système de lampe qui s'allume, de la façon à ce que vraiment, s'il y a quelque chose qui se trouve aux alentours, juste en la touchant à peine, ça s'allume. J'arrive face à cette lampe et elle est allumée. Donc je me dis, ok, génial, j'ai filmé quelque chose. Et au moment où je viens pour récupérer le matériel, j'entends une deuxième fois cette voix au fond du couloir. Le souci, c'est que j'étais pas devant la caméra, j'étais un peu plus loin. J'étais occupé de vérifier que j'avais pas laissé d'autres matériel dans une pièce. Et je l'entends. Donc tout de suite, je fais demi-tour, je vais vers la caméra, je la récupère. Et je dis à Nico, écoute, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai capté la voix que je voulais. J'ai mis une caméra qui filme le couloir normalement au bon endroit d'où viendrait cette voix, donc j'espère que c'est bon. Et je lui dis, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers l'aile des hommes, voir si on peut capter quelque chose. Faut savoir que donc tout le temps où je me baladais dans le bâtiment et où je mettais des caméras en place, il y avait toujours Nico qui était derrière moi, caméra à la main, et qui me suivait. Et donc on avance dans un couloir et j'entendais donc automatiquement Nico marcher derrière moi sur les débris et gravats qui se trouvaient au sol. Et à un moment, on arrive à l'intersection qui ramène à l'aile des hommes. Et moi j'avance et j'entends plus de bruit de pas derrière moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc je me retourne et là je vois Nicolas, tétanisé, blanc, la caméra à la main et il ne bouge plus. Là, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Je lui demande ce qu'il y a. Et il me dit, écoute, je veux plus avancer. Ça chuchote. Donc il me montre du doigt que c'est à l'étage. Donc je dis à Nico, je dis, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer discrètement. Je vais quand même éclairer l'étage au cas où j'apercevrai quelqu'un. Et je vais emprunter l'escalier qui mène à ce palier. Je vais bien voir s'il y a quelqu'un à l'étage. Donc il me dit oui, mais moi je bouge pas, je reste là. Donc discrètement, sur la pointe des pieds, je commence à avancer. Et effectivement, à un moment, j'entends des voix qui chuchotent à l'étage. Donc Nicolas, lui, l'a filmé, mais de là où il est, on l'entend pas très bien. Et moi, je me rends compte que la caméra, elle est pas en route. Tant pis, dans tous les cas, il faut que j'aille voir ce que c'est. Donc tout de suite, moi, je me dis, qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que c'est pas d'autres urbexeurs qui eux aussi veulent rentrer mais qui n'osent pas rentrer parce qu'ils voient de la lumière au rez-de-chaussée? Ou est-ce que ça serait pas des gardiens qui seraient finalement occupés de surveiller le bâtiment et qui attendent qu'une chose, c'est qu'on sorte du bâtiment pour nous tomber dessus? Et j'entends clairement 2 personnes qui chuchotent, qui discutent entre elles. Je me dis tant pis, faut vraiment que j'aille voir ce que c'est, je peux pas rester comme ça. Et là j'avais le cœur qui battait tellement fort que ça résonnait dans tout mon corps. J'ai cru que j'allais avoir le cœur qui allait exploser. Et je commence à avancer et malheureusement à un moment je marche sur un éclat de verre qui résonne dans tout le bâtiment. Et là j'ai été tétanisé aussi moi à mon tour parce que j'ai entendu des bruits de pas mais de 2 personnes qui couraient à travers tout le plafond. Et là je me dis non, il y a quelque chose qui va pas. Moi aussi à mon tour je me suis mis à courir. Je suis monté à l'étage. J'arrive sur cette espèce de palier. Il faut savoir que ce jour-là il pleuvait. Et là je constate qu'il n'y a aucune trace de pas. Et qu'il n'y a personne.
J'essaie de m'aventurer tant bien que mal dans ce grenier en marchant sur des poutres, en me tenant, en éclairant vraiment dans tous les sens. Personne. Plus loin dans la toiture, il y a un Velux, donc je me dis peut-être qu'ils sont sortis et qu'ils sont sur le toit. Donc je me rends moi aussi sur le toit et je cherche vraiment partout, je fouille vraiment partout pour être sûr que j'ai pas rêvé. Et il y a vraiment personne. Et là je me dis, il y a quelque chose de pas normal. Donc je redescends voir Nico et je lui dis, écoute, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là, on va sortir et on va bien voir s'il n'y a pas des gardiens qui feraient leur ronde et qui nous attraperaient et nous feraient sortir du lieu. Donc lui, sans hésiter, me dit oui tout de suite. On remballe tout, on sort du lieu et là personne. Pas de vigile, pas de gens aux alentours, vraiment aucun signe de vie. Il était 3h du matin, tout le monde dormait dans les alentours du lieu, il n'y avait personne. À ce moment-là, j'ai regretté de ne pas avoir filmé ce qui avait pu être à l'étage, de ne pas savoir ce que c'est, ce qui aurait pu être présent à l'étage. En réalisant le montage le lendemain, je me rends compte que la caméra que j'avais mis dans le couloir qui menait à l'aile des enfants m'indique fichier corrompu. Je ne peux pas lire ce qu'elle a filmé. La seule partie de vidéo que j'ai, c'est ce que Nico avait filmé à ce moment-là, où on entend brièvement la voix, mais je n'ai pas pu filmer ce qui était dans le couloir et ce qui a émis, ce qui a parlé, cette voix d'où elle venait. J'entends parler. Si. On se parle. Depuis ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait, à un moment ou à un autre, que je retourne dans cet hôpital et que j'essaye de savoir ce que ça pouvait être. Mais lui, Nicolas, n'est plus du tout décidé à se rendre dans le lieu. Faut savoir qu'on a fait d'autres lieux depuis, où il est venu avec moi, où il s'est passé aussi d'autres choses, d'autres phénomènes. Mais quand je lui parle de l'hôpital, il ne veut plus du tout y aller. Il est tétanisé. C'était la peur de sa vie, je pense. Et moi aussi, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué, parce que c'était le premier lieu, d'après moi, peut-être hanté, que j'ai fait, où il se passe autant de choses en peu de temps, et des choses qui sont inexplicables, que je peux même pas expliquer, je peux pas prouver. J'étais sur place, j'avais de quoi filmer. La vidéo n'est pas lisible, je ne peux pas la lire, je ne saurais jamais vraiment ce qui se trouvait dans ce lieu. Donc j'ai dans l'idée d'y retourner. Alors seul, peut-être pas, parce qu'il faut savoir que les lieux abandonnés sont pas toujours sécurisés, c'est hyper dangereux. C'est hyper compliqué de motiver Nicolas à s'y rendre, parce qu'il n'a pas du tout envie d'y aller. Et moi j'ai ce besoin de savoir ce que c'est. Quelle est cette voix? Qui était à l'étage? Je me pose tellement de questions sur ce que ça pouvait être. Est-ce que c'était pas des patients qui seraient décédés dans le lieu et qui avaient pris peur de notre présence dans le lieu? Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Je me disais que la meilleure façon de comprendre ces choses-là, c'était de le vivre. Et là, en l'ayant vécu, je crois que j'ai pas rangé les choses parce que je me pose encore plus de questions, même si j'ai eu certaines réponses à des interrogations que j'avais sur ce qui pouvait se passer après la mort. Les gens qui voudraient avoir un avis assez net là-dessus devraient au moins une fois dans leur vie vivre un phénomène paranormal. Ce qui peut aider les gens à comprendre, c'est de le vivre. J'ai pas d'autre réponse à ça. On a peur de ce qu'on connaît pas ou de ce qu'on sait pas, sur quoi on va tomber. Moi, c'est pareil. Quand je fais, je tourne des vidéos comme ça. J'ai pas peur en soi de savoir qu'il y a des esprits, entités sur le lieu. Ce qui me terrorise, on va dire, je me pose la question, quelle apparence ça va prendre? Comment ça va se matérialiser devant moi? C'est plus ça qui m'effraie, parce que je sais pas quelle apparence ça aura. Est-ce que ça aura l'apparence d'une ombre? Est-ce que ça sera un visage? Est-ce que ça sera quelque chose qui va me toucher l'épaule? Quelque chose qui va me parler dans l'oreille? C'est plus le fait que je sais pas du tout comment ça va se manifester. C'est plus ça qui me fait un peu peur quand même. Chaque personne ne le vit pas de la même façon. Chaque personne ne l'interprète pas de la même façon.
Mais il y a toujours un point commun à tout ça, c'est que c'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. On les ressent, on les vit, mais on ne peut pas les expliquer. Je pense que malgré tout ce qui peut être mis en place, tout ce qui est les nouvelles technologies et toutes les astuces et conseils et choses qu'on peut voir à la télé ou dans des émissions ou dans des livres, ne pourront jamais expliquer ce que l'on vit ou ce que l'on arrive à percevoir comme signe d'une vie après la mort. Si vous voulez suivre les explorations paranormales de Dared, il vous suffit de suivre la page Instagram du podcast La Société de Minuit. Toutes les informations et liens vers ces différentes chaînes seront indiqués dans le post dédié à son épisode. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à laisser un commentaire sur vos plateformes d'écoute. Et si, comme Dared, vous avez le courage de venir me raconter vos histoires les plus étranges, prenez contact avec nous et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.